qu'est-ce que vous dites? Comment il faudrait se comporter avec Boris Johnson, qui, encore une fois, bon, vous sympathisiez pendant la dernière campagne présidentielle sur le Brexit, sur, sur ces différentes prises de position. Madame, je n'ai pas sympathisé avec M. Johnson, que je ne connais pas. J'ai juste dit le peuple anglais a le droit de décider pour lui-même. C'est quand même clair, ça. Je veux dire, moi, je suis une polytraumatisée du référendum de 2005. Hein. Pardon, je pense que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire que les Français ont dit non à la Constitution européenne et les gouvernants ont voté dans leur dos pour leur imposer un texte qu'ils avaient refusé par référendum. Donc j'ai dit, arrêtez de faire du chantage et des menaces aux Britanniques qui choisiront tout seuls, librement, en majeur, en adulte, s'ils souhaitent rester ou s'ils souhaitent sortir de l'Union européenne. Pourquoi je veux faire un référendum sur l'immigration? Je vous signale d'ailleurs que, à la différence de beaucoup de gens que j'entends parler de référendum sur l'immigration, le mien, il est rédigé. Intégralement rédigé. Parce qu'un référendum, pour ceux qui nous écoutent, c'est pas est-ce que vous êtes pour l'immigration, oui ou non. C'est un projet de loi très précis que j'ai rédigé, encore une fois, avec des conseillers d'État, avec des magistrats, et que tout le monde peut aujourd'hui consulter. Ça, c'est le sérieux. Ça, c'est du sérieux. Ça, c'est de la rigueur à destination des Français. Qu'est-ce que vous feriez dans l'affaire de Calais avec Boris Johnson? Moi, c'est pas moi qui ai signé les accords du Touquet. C'est pas moi qui les ai négociés. Mais s'il fallait que je les renégocie... Je précise que c'est un accord entre la Grande-Bretagne et la France pour que les migrants n'arrivent pas en Grande-Bretagne en échange d'une certaine somme, de millions d'euros, pour résumer. Oui, enfin, c'est un peu plus compliqué, ça. C'est-à-dire qu'en réalité, plutôt que de mettre la frontière sur les côtes britanniques, on met la frontière sur les côtes françaises pour éviter quoi? Pour éviter que les migrants fassent ce qui s'est passé il y a quelques jours. C'est-à-dire prennent des bateaux et aillent se noyer au milieu de la Manche. Bon, je trouvais que c'était plutôt bien comme concept. Maintenant, ce que je renégocierais dans les accords du Touquet, c'est que je dirais à M. Johnson, écoutez, vous êtes bien gentil, hein, mais nous-mêmes, on est full up. Donc, si vous avez des clandestins qui arrivent sur le territoire britannique, vous ne les renvoyez pas en France, vous allez les renvoyer dans leur pays d'origine. Voilà, d'accord? Parce que nous aussi, on a, a priori, entre 700 000, dit M. Darmanin, 900 000, dit M. Stefanini, 1 million de clandestins. Voilà, que l'on doit nous-mêmes renvoyer dans leur pays d'origine. Et donc, chacun fera sa part du travail. Voilà ce que je dirais. Mais fondamentalement, le problème, c'est empêcher les clandestins d'entrer en France. Et là-dessus, rien n'est fait. Enfin, Emmanuel Macron, encore une fois, n'a strictement rien fait. Il a laissé la situation telle qu'elle. M. Darmanin a beau s'agiter dans tous les sens, parler, là encore, montrer ses muscles. Les obligations de quitter le territoire ne sont pas appliquées. Il y a toujours... Juste un mot là-dessus. Vous, comment vous feriez précisément pour les faire appliquer, pour que les pays d'origine acceptent le retour de clandestins ou de radicalisés qu'on souhaite expulser? Bon, en un mot, enfin rapidement, parce que je voudrais... rapidement, oui. Eh bien, je ferai un bras de fer. Voilà, je ferai un bras de fer. Je leur dirai, écoutez, soit vous respectez le droit international et vous reprenez vos ressortissants, soit j'arrête les visas totalement. Je ne délivre plus un seul visa à destination au bénéfice de votre pays. Deuxièmement, j'envisage même éventuellement de limiter les transferts de vos propres compatriotes qui travaillent en France vers leur pays d'origine. Transfert d'argent. Oui, des transferts d'argent. Donc c'est la proposition qu'a fait Arnaud Montebourg. Non, c'est la proposition que j'ai faite depuis très longtemps et qu'Arnaud Montebourg a trouvé manifestement très bonne. Tant mieux, je veux dire, moi, plus il y a de gens que j'arrive à convaincre, mieux je me porte. Mais c'est sûr qu'il faut faire preuve. Il l'a retiré. Bon, ben voilà, vous voyez, du coup, je reste la seule à la porter. Bon, c'est ça le courage. C'est ça le courage. Le courage de non, mais c'est ça le courage. C'est quand on défend une idée, il faut la défendre. Si vous la défendez, et dès il y a quelqu'un qui dit « Ah non, c'est pas bien, c'est quand même méchant, monsieur Montebourg », eh bien, on la retire. Ces gens-là, ben, on ne peut pas leur faire confiance pour régler le problème. Moi, je veux le régler, encore une fois, sans excès et sans faiblesse. Mais dans le référendum que je propose, je ne vois pas ce qu'on peut mettre de plus pour régler le problème de l'immigration. Et d'ailleurs, Éric Zemmour en parle beaucoup d'immigration. Je n'ai pas entendu une seule proposition de plus, en réalité, pour régler le problème de l'immigration, que celles qui sont déjà intégrées dans le référendum que j'ai proposé. Sur l'islam et l'islamisme, écoutez Éric Zemmour hier. Alors, dans un instant, on va l'écouter, puisque c'est une autre des questions qui vous sépare, en fait. Vous dites l'islam... Je ne sais plus. Je ne sais plus parce que j'ai le sentiment qu'il a évolué sur ce sujet. Il nous a expliqué, enfin moi, il m'a assez brutalement accusé
d'avoir dit que l'islam était compatible avec la République et que moi je luttais. Bien sûr, vous l'avez dit, vous le répétez. Oui. Je le dis depuis des années. Et que moi je lutte contre l'islamisme, c'est-à-dire je ne lutte pas contre une religion, je lutte contre une idéologie, qui est une idéologie qu'on appelle l'islam politique également, et qui vise à imposer la charia, c'est-à-dire un certain nombre de règles qui vont évidemment à l'encontre de nos valeurs, de nos lois, de notre constitution, etc. Est-ce que vous dites comme lui? Alors hier, il a répondu à une question de Gilles Boulot, qui lui a demandé s'il serait le président de tous les Français. Et il a dit « je serai le président de tous les Français ». Mais voilà, on va l'écouter justement. Le président de la République est le président de tous les Français. Et moi, je serai évidemment le président des Français de confession musulmane. Vous savez, j'ai toujours dit, contrairement à beaucoup d'autres, je ne distingue pas entre l'islam et l'islamisme. Parce que ça, c'est la même chose. C'est une fausse distinction. En revanche, je distingue entre l'islam et les musulmans. Et j'appelle tous les musulmans à s'assimiler et à renoncer à la pratique de l'islam qui consiste à imposer un code juridique et politique. Vous êtes d'accord? Ah non, écoutez, non, je suis désolé, parce que là, pour le coup, il dit en réalité, je demande aux musulmans d'abandonner leur foi. Moi, je ne leur demande pas ça. Parce que moi, je suis très respectueuse de la Constitution française et de la liberté de conviction, y compris religieuse. Car dans la Constitution française, la religion est une conviction comme une autre. Or, moi, je suis attaché à cette liberté de conviction, donc je ne vais pas demander à des gens d'abandonner leur foi. Enfin, je veux dire, en revanche, je vais lutter contre l'islamisme. Mais je ne vais pas dire, je lutte contre l'islamisme. Non, j'ai rédigé une proposition de loi très précise. Justement, dans cette proposition, vous parlez d'idéologies islamistes au pluriel, oui. Et dans lesquelles j'ai pris au hasard deux articles. L'article 7, vous dites « Tout étranger qui de façon habituelle diffuse des idéologies islamistes peut, quelle que soit sa situation familiale, faire l'objet d'une décision d'expulsion. Oui. » Alors on peut dire que c'est déjà la définition des idéologies islamistes par rapport à la liberté d'opinion, ça peut être sensible, mais... Non, mais c'est décrit dans l'article 1er, hein, c'est-à-dire, c'est décrit très clairement l'incompatibilité radicale qui peut exister entre ces idéologies et les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution, et notamment la dignité de la personne humaine, la liberté de conscience et d'expression, le respect de la laïcité de l'État, les procédures démocratiques, des institutions, la primauté de la loi commune. Donc tout est décrit. Tout est décrit de manière très précise. Mais pour moi, si vous voulez, l'islamisme, c'est comme le nazisme ou le racisme. C'est une idéologie. Il faut donc la combattre partout où elle s'exprime, dans les écrits, dans le financement dont elle peut faire l'objet, dans la promotion dont elle peut faire l'objet, dans les associations où elle est soutenue. Voilà. Concrètement, justement, par exemple, dans cet article 7, vous dites il ferait l'objet d'une expulsion s'il diffuse cette idéologie. Dans l'article 10, vous dites qu'il y a une interdiction dans l'espace public de tenues ostentatoires des idéologies islamistes. Oui. Alors, c'est quoi C'est le voile. Ah, c'est le voile, voilà. Ah oui, clairement. Donc, c'est interdiction totale du voile dans la rue. Oui, mais je me suis dans l'espace public. Bien sûr, mais je me suis déjà exprimé, encore une fois, sur ce sujet. Vous savez, moi, j'ai une belle persévérance, hein. Et comment vous faites pour contrôler? Parce que vous savez que la loi sur la burqa a déjà été adoptée, elle est appliquée, mais parfois c'est pas tout à fait facile. Pour appliquer une loi sur le voile tous les jours dans la rue, et puis vous allez avoir un certain nombre de personnes et d'individus qui vont dire c'est ma foi, mon voile c'est ma foi. Non, le voile... Dans la rue, je veux dire, hein, je ne parle pas dans une administration, dans une école, évidemment, on a déjà... ces questions-là, elles sont... Non, mais la loi, c'est la loi, et tout le monde s'y plie. Et celui qui ne veut pas s'y plier et qui est étranger dans notre pays, il repart. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est comme si vous me disiez « Ah oui, vous comprenez, oh là là, ça va être très compliqué, on a demandé aux gens de mettre leur ceinture de sécurité, mais alors comment est-ce que vous allez faire pour contrôler ?» On a contrôlé et tout le monde met sa ceinture de sécurité. Voilà, c'est comme ça la loi. La loi, et notamment la Constitution, qui est la loi suprême, elle doit être respectée par tous. Et aujourd'hui, si elle n'est pas respectée, c'est parce que d'abord le message n'est pas clair, c'est parce que nos gouvernants ne sont pas clairs eux-mêmes avec leurs propres convictions, c'est parce que nos policiers n'ont pas les ordres, et d'ailleurs bien souvent quand vous discutez avec eux, ils vous disent « Écoutez, nous on nous dit de ne pas... en réalité, sanctionner les voiles intégrales. Quand on les croise, on nous dit, bon, laissez tomber, ça va créer des incidents, etc. Si on renonce à appliquer la loi,
alors il ne faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de gens qui la violent. Et dans le plan banlieue, vous dites aussi qu'il faut lancer un plan de vérification des titres de séjour des occupants des HLM. Oui. Et alors, comment vous faites concrètement? Parce que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui vont taper à la porte de chaque appartement pour savoir si les locataires ont des papiers en règle. Enfin, écoutez, la moindre des choses. Le logement oui, mais social... sur le principe, j'entends ce que vous dites, mais je parle de la faisabilité et quel rapport il y a entre une promesse ou un programme et une application. Mais il y a 1000 moyens. Vous croyez très honnêtement, il y a des gens qui sont dans ces logements sociaux, qui sont des clandestins, vous croyez que c'est normal? Alors qu'il y a des Français qui sont à la rue, qui attendent un logement social depuis 10 ans. Comment vous faites? Mais enfin, écoutez, il suffit d'aller regarder les fichiers, il suffit de croiser éventuellement les fichiers des locataires de HLM, il suffit aussi d'aller demander au bailleur de s'assurer et d'avoir, lui, la responsabilité que les personnes qui sont dans les logements, évidemment, sont en situation légale. Bon, moi, en même temps, si vous voulez, je suis pour la priorité nationale. C'est-à-dire, je pense que les logements sociaux doivent être accordés en priorité aux Français. Parce que c'est normal, ils sont dans leur pays et que les Français les plus modestes doivent être servis en premier par rapport à ceux qui n'ont pas la nationalité française. Tout ça me paraît être une évidence. Ça choque un certain nombre. Je ne comprends même pas pourquoi ça choque, moi. Vous voyez, donc ça me dépasse. Donc, voilà. Mais je pense qu'il ne faut jamais renoncer à faire appliquer la loi, car c'est en renonçant qu'on se retrouve dans la situation anarchique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les droits des femmes, est-ce que vous allez faire une affiche Marine femme d'État? Il paraît que c'est quelque part prévu. Peut-être, c'est ce que j'aspire à être, une femme d'État. Oui, mais vous avez beaucoup critiqué, évidemment, et je l'ai fait aussi, en tout cas en posant des questions, la position d'Éric Zemmour sur la place des femmes dans la société, et beaucoup de féministes le font. Mais est-ce que, du coup, vous êtes pour autant devenue féministe, défenseur des droits des femmes? Et par exemple, pour avoir une preuve, entre guillemets, quel budget vous mettriez sur les luttes contre les violences contre les femmes? Aujourd'hui, c'est 300 millions d'euros. Les féministes, globalement, celles qui luttent contre les violences contre les femmes, demandent 1 milliard. Oui, mais pourquoi pas, si ça le nécessite? Si ça le nécessite. Le problème, si vous voulez, c'est que moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe en Espagne, et qu'en réalité, en Espagne, ils ont parfois des dispositifs qui sont assez similaires à ceux que Mme Schiappa a mis en œuvre, sauf qu'en Espagne, ils sont 10 fois plus développés qu'ils ne le sont en France. Or, ils ont 2 fois moins de femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Ça prouve que ça fonctionne. Donc oui, il ne faut peut-être pas 1000 bracelets comme on en a aujourd'hui anti-rapprochement, mais peut-être 10 000 ou 13 000 comme c'est le cas en Espagne. Et donc pourquoi pas le milliard? Il faut... Mais pourquoi pas? Je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire d'ailleurs. 1 milliard, ça me paraît beaucoup. Déjà, je voudrais doubler le nombre de magistrats, car évidemment, nous sommes en sous-effectif de magistrats. Et bien sûr, les femmes qui sont fragilisées sont peut-être les plus en attente de pouvoir avoir des magistrats qui peuvent être d'ailleurs, comme en Espagne, des magistrats spécialisés dans les violences intrafamiliales. Voilà, c'est l'heure de l'arrivée de François Langlais. Merci beaucoup. On parlait de chiffres. Il nous rejoint. Merci François de nous rejoindre. Éditeur économique TF1 LCI. Et dans vos propositions économiques, on n'a pas connu une telle croissance depuis 1973, même si elle est aujourd'hui menacée par la crise sanitaire et par l'inflation. Alors là-dessus, on va essayer de voir aussi de quelle façon vos propositions sont crédibles face à cette élection. Première question sur la monnaie. C'est votre 3e candidature à la présidentielle. En 2012, vous vouliez sortir de l'euro, l'Union monétaire européenne, et revenir au franc français. En 2017, changement de cap, vous vouliez les 2 monnaies en parallèle, le franc et puis l'euro. Et puis aujourd'hui, nouveau tête à queue, plus question de revenir au franc. Vous dites finalement, l'euro, c'est pas si mal. Alors on pourrait se dire, bon... Qu'est-ce que ça va être en 2027? Encore, je ne sais pas, le dollar américain ou le rouble russe? Plus sérieusement, comment est-ce qu'on peut changer d'avis sur une question aussi essentielle que la monnaie qui est le socle de l'économie? Non, monsieur Langlais, pas vous, pas cette question-là, pas cette caricature et pas vous. Attendez. Parce qu'en fait, on pense la même chose. Laissez-moi terminer. Parce qu'en fait, on pense la même chose. 3 positions. Non, ça n'est pas tout à fait vrai. Nous avons modifié notre positionnement sur l'euro le lendemain de l'élection présidentielle. D'ailleurs de 2017. Donc c'est pas récent, c'est pas juste là pour la présidentielle. 2012, 2017, 2022, c'était en 2018. Bon. Mais pourquoi? Mais parce que ça fait maintenant plus de 20 ans.
C'est ça le problème, monsieur Langlais. Moi, je n'aime pas cette monnaie. Je vous l'ai dit, je le redis. Je pense que ça a été un inconvénient. Je pense que c'est une des raisons de la désindustrialisation du pays. Je pense que c'est un des inconvénients en termes de compétitivité de notre pays. Mais maintenant, ça fait plus de 20 ans que nous avons l'euro. Et surtout, il s'avère, et ça c'est plutôt pas trop mal, que l'Union européenne elle-même a changé. C'est-à-dire qu'elle a assoupli sa politique monétaire. Vous êtes d'accord avec moi? Les dogmes qui étaient les siens et qui étaient les plus insupportables pour nous, eh bien, ont été assouplis. On ne parle plus des critères de Maastricht. Hein. C'est terminé. Alors, ça va revenir probablement, mais on n'y est pas. Je ne suis pas sûr. C'était le dogme absolu. On ne parlait que de ça. Vous-même, vous ne parliez que de ça. On ne pouvait pas évoquer une seule mesure sans qu'on dise « Oh là là, les dogmes de Maastricht ». Bon, c'est terminé, il n'y a plus de dogmes de Maastricht. Et surtout, il y a eu de la création monétaire. Et monsieur Langlais, vous vous souvenez, parce que ça fait longtemps qu'on se fréquente sur les plateaux, que quand je suggérais de sortir de l'euro et que je disais il faudrait faire de la création monétaire, on me traitait de folle. On me disait elle est folle, vous avez créé de l'inflation, c'est épouvantable, la planche à billets. Et en réalité, l'Union européenne a fait ce que je suggérais de faire. Il y a d'ailleurs de l'inflation et la planche à billets. Ouais. Oui, enfin bon. Elle a fait. C'était pas mal. Elle a fait de la planche à billets. Donc, les énormes inconvénients de l'euro se sont quand même amoindris. Et à partir du moment où les Français souhaitent rester dans cette monnaie, le deal qu'ils nous donnent, c'est de dire il faut améliorer la situation économique du pays en conservant l'euro. Eh bien, nous allons améliorer la situation économique du pays en conservant l'euro. Sur un autre sujet qui concerne beaucoup les Français, c'est la retraite. Vous avez des propositions assez tranchées. Vous voulez avancer l'âge légal de la retraite à 60 ans, avec 40 ans de cotisation. C'est aujourd'hui 62. Et cette mesure sera-t-elle en vigueur dès le début de votre quinquennat, si vous êtes élu, c'est-à-dire en 2022 ou 2023 ? J'ai une priorité absolue, c'est mon référendum sur l'immigration. On la mettra en place le plus rapidement possible, probablement exactement de la même manière qu'on a augmenté, c'est-à-dire de manière progressive, pour qu'à la fin du mandat, on arrive effectivement à une retraite. Ça sera à la fin du mandat, donc. Non, parce que ce sera progressif, si vous voulez. Vous savez très bien comment ça fonctionne. C'est en fonction des années. Donc, progressivement, on va revenir à une retraite à 60 ans avec 40 annuités. La retraite à 60 ans en elle-même, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. C'est les 40 annuités le plus important. C'est-à-dire que aujourd'hui, si c'est 43, vous avez... Non, mais je voudrais expliquer. C'est 43 aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Pour nos téléspectateurs, aujourd'hui, c'est 3 de moins que ce qui se passe aujourd'hui. C'est 43. Aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite, c'est 62,8 ans en 2020. Et seulement 49% remplissent les conditions d'une retraite à taux plein. C'est-à-dire que moins de 50% des gens ont une retraite à taux plein à 62. Seulement pour la retraite complémentaire. Ce n'est pas le cas pour la retraite de base, où il y a une proportion beaucoup plus importante. Donc, 40 annuités, je trouve que c'est raisonnable. Pourquoi ? J'essaie d'expliquer aux Français qui nous écoutent que c'est plus important que l'âge de départ à la retraite. Pourquoi ? Parce que quand vous démarrez à 20 ans, si vous avez 40 annuités, vous pouvez partir à partir de 60 ans. Mais il est sûr qu'en l'espace de 30 ans, 40 ans, et oui, il y a eu un décalage, bien évidemment, il y a eu un décalage d'entrée dans la vie professionnelle qui fait qu'aujourd'hui, la moyenne, c'est 25 ans à peu près d'entrée dans la vie. Entre 22 et 25, disons. Voilà, entre 22 et 25, en raison de beaucoup de jeunes qui font des études. Et donc, 40 annuités, eh bien, ça amène à 62, 63 ou 64. Le problème, c'est que prendre sa retraite plus tôt, ça coûte à la Sécu entre 15 et 20 milliards d'euros par an. Alors qu'aujourd'hui même, dans le système que vous trouvez injuste, c'est-à-dire départ à 62,8 années, les Français partent à la retraite 4 ans plus tôt que les autres pays de l'OCDE en moyenne. Alors même que, vous vous souvenez que la retraite à 60 ans, c'était évidemment François Mitterrand qui l'avait mise en œuvre en 81. Ah, puis si. Avec 37 annuités et demie, quand même. Oui, mais à l'époque, l'espérance de vie était 10 ans inférieure. D'accord. Et je vous rappelle que la retraite, et je vous rappelle quand même que les 40 annuités, c'est Balladur, c'était pas un ignoble gauchiste quand même. Enfin, me semble-t-il. Oui, c'était il y a 30 ans. Depuis, l'espérance de vie a beaucoup progressé. Comment vous faites Monsieur Langlais, l'espérance de vie... d'ailleurs. Mais l'espérance de vie en bonne santé... Elle a autant augmenté que ça ? Écoutez, l'espérance de vie, c'est 10 ans d'écart entre 80 et aujourd'hui pour les hommes et 8 ans pour les femmes. L'espérance de vie en bonne santé, monsieur Langlais. Pas l'espérance de vie avec l'incapacité de profiter des quelques années alors que vous avez travaillé durant
40 années. Ça vaut certainement pour des métiers difficiles. Pour autant, la règle générale, ça vous coûtera entre 15 et 20 milliards d'euros. D'où viennent-ils? Comment vous financez ce projet de retraite, c'est-à-dire de retour en arrière, entre guillemets, à 40 ans de cotisation et à 60 ans, à l'âge de 60 ans? Eh bien, je vais d'abord mettre en place une grande politique de natalité. Parce que pour sauver le système de retraite, il faut faire des enfants. Bon. Oui, alors, et donc, on met quand même 25 ans à faire quelqu'un qui travaille. Ah oui, mais vous savez, monsieur Langlais... Non, mais monsieur Langlais, vous savez, la politique, c'est ça. C'est prévoir. Et c'est, si possible, avoir du temps long. Parce que, vous voyez, si on avait prévu, on ne se retrouverait pas avec un numerus clausus de médecins qui fait qu'on va chercher des médecins étrangers parce qu'on n'a plus de médecins français. Vous voyez. Donc moi, je veux prévoir. Et deuxièmement, on recrée de l'emploi. Parce que la réalité, c'est qu'il manque, en fait... Dans le nombre de salariés privés, il manque 2 millions de travailleurs. Il faut donc recréer de l'emploi. Il n'y a jamais eu autant d'emplois salariés en France qu'aujourd'hui. Alors, vous pouvez en créer davantage. Vous avez raison, mais c'est la raison pour laquelle M. Langlais a arrêté de faire peur aux Français avec des visions apocalyptiques sur la retraite. On est toujours en train de nous expliquer que la retraite, c'est un drame, c'est épouvantable, etc. Le corps nous dit exactement l'inverse. Il nous dit, mais non seulement c'est pas un drame... Le comité d'orientation des retraites. Il nous dit, non seulement c'est pas... Tiens. Oui. Non seulement ça n'est pas un drame, le rapport, c'est un drame, le pourcentage de PIB réservé au paiement des retraites, en réalité... 14%, c'est l'un des chiffres les plus élevés au monde. Voilà, il va descendre, d'ailleurs il va descendre à 13,7 en 2022, et même il va baisser de 2030 à 2070 à 11 à 13%. C'est parfaitement soutenable. C'est ça la mesure de la soutenabilité, en réalité, d'un régime de retraite. Alors... nous allons mettre en place les conditions d'emploi supérieur. Arrêtez de me dire qu'il n'y a jamais eu autant d'emplois en France. Il y a 5 800 000 chômeurs. C'est vrai. Bon, sur les régimes spéciaux, juste, Madame Le Pen. Avant de finir, pardon, juste un mot, parce qu'il y a une question encore une fois, de crédibilité. Est-ce que vos propres électeurs croient à un retour à la retraite à 60 ans, puisque... on a l'impression que c'est la Lune. Mais... pour ceux qui ont des travaux pénibles, certainement. Mais pour ceux qui travaillent de façon plus agréable ou qui leur donne au moins un revenu plus consistant qu'une retraite, pourquoi est-ce que la retraite à 60 ans serait cette perspective? Et est-ce qu'ils y croient vraiment? Ils savent très bien que tous les autres pays l'ont fait. Et moi, je me demande si vos électeurs y croient vraiment. L'intérêt de la proposition que je formule, qui est parfaitement juste sur le plan social, c'est que précisément les travailleurs manuels, bien souvent, ils démarrent jeunes. Ils commencent tôt. Ils commencent à 20 ans. Ils commencent à travailler, ou à 18 ans même, ou à 20 ans. Eux, ils pourront partir à 60 ans parce que le travail manuel, c'est dur. Et qu'à 60 ans, on est usé. On peut comprendre ça quand même, parce qu'on fait preuve d'humanité avec la terre entière, mais on considère qu'on ne doit pas faire preuve d'humanité avec ceux qui ont travaillé 40 ans de leurs mains, dans le froid, tôt le matin, la nuit. En revanche, vous et moi, Madame Elkrief, qui avons fait, ou Monsieur Langlais, qui avons fait des études et qui avons très certainement eu notre premier emploi à 24 ans, 25 ans, 26 ans. Mais nous, il n'y a pas de problème. Nous, on peut travailler jusqu'à 65 ou 66 ans. Aucune difficulté pour ça. Donc, vous voyez, ma proposition, elle est juste. Et précisément, elle évite d'ailleurs le problème, le casse-tête effrayant du calcul de la pénibilité. Il n'y a plus besoin de calculer la pénibilité. On a quand même compris que le financement était un peu nébuleux, que vous spéculez sur l'augmentation du taux de natalité et la création d'emplois. On souhaite ça à la France. Mais Monsieur Langlais, je vais faire des tas d'économies, croyez-moi. Croyez-moi, je vais faire des tas d'économies. Vous voyez, je vais faire des économies sur les éoliennes, je vais faire des économies sur la mise en réseau, sur la mise à... Il faudra financer les centrales nucléaires. Du réseau... Non, pardon. Quelques mots sur les impôts. Non. Où est-ce que vous allez faire des économies alors? On me le faisait quand j'étais jeune, on me le fait plus. C'est-à-dire? Je vais faire des économies sur l'immigration. D'ailleurs, je vous invite à venir demain. Je fais une conférence de presse sur le chiffrage de mon projet d'économie sur l'immigration. C'est combien? 16 milliards par an. 16 milliards par an. Je vais faire le chiffrage également, d'ici quelques semaines, de la lutte contre la fraude. 15 milliards, je suis raisonnable. Hein. Il y a même des gens qui parlent de 45 ou 50 milliards. Vous voyez, je suis raisonnable, je dis 15 milliards. Ça fait 30 milliards déjà par an. Vous avez balayé la mise, encore une fois, du réseau électrique en adéquation avec les énergies intermittentes. C'est 100 milliards de prévus. 100 milliards de prévus. Il y a des économies à faire. Quelques mots sur la fiscalité, Madame Le Pen.
vous voulez supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Alors, on se pose la question, justement, vous qui ambitionnez d'être juste, ça semble quand même être une mesure assez inégalitaire. Ça veut dire qu'un jeune banquier d'affaires comme Emmanuel Macron, il y a 30 ans, il y a 15 ans, quand il avait 30 ans, alors qu'il gagnait sa vie plus que bien des centaines de milliers d'euros par an, le voilà exonéré, grâce à vous, d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, si c'est fait pour lutter contre l'exil fiscal, puisque ça semble être votre objectif, et les départs à l'étranger de jeunes, vous ne faites jamais que repousser ces départs, puisque dès lors que ces jeunes ont 30 ans, les voilà frappés par l'impôt sur le revenu qui revient. Pourquoi pas baisser l'impôt sur le revenu pour toutes les générations et être véritablement juste, puisque c'est votre objectif? Alors, je vais essayer de reprendre dès le début. Je vous rappelle quand même que même quand on ne paye pas l'impôt sur le revenu, on paye quand même 40% d'impôt. Hein. Bien sûr. D'accord, bon. Non, mais parce qu'on a l'impression que l'impôt sur le revenu, c'est l'intégralité des impôts qu'on paie. Bon, quand on gagne bien sa vie, l'impôt sur le revenu, la réalité, c'est que vous payez quand même 40%. Donc moi, je veux exonérer d'impôt sur le revenu les moins de 30 ans, effectivement, parce que je veux qu'ils restent en France. Parce que leur départ de la France, en réalité, nous coûte également extrêmement cher. Et que ce que je leur aurais rendu pour leur aider à commencer leur vie, à prendre un prêt, à s'installer, à créer une famille, peut-être à monter d'ailleurs leur société, parce que je souhaite également exonérer les jeunes créateurs d'entreprises pendant 5 ans d'impôts sur les sociétés. C'est la Startup Nation à la mode? Non. C'est que c'est la jeunesse qui va nous sauver, Monsieur Langlais. C'est elle qui, par son dynamisme, par son investissement, par le fait qu'elle ne parte pas, parce que moi, quand on me dit 80% des jeunes veulent partir de France si on leur offre un meilleur emploi, 80%, je me dis qu'il y a quand même un énorme problème. C'est pas le seul. Non, c'est pas le seul. C'est pas ce qu'on voit dans les chiffres. C'est pas le seul. Heureusement, d'ailleurs. Hein. Je suis désolée, si, c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Il y a un sondage qui dit que 80% des jeunes seraient prêts à partir à l'étranger pour avoir un meilleur emploi. Eh bien, je leur offre en réalité un emploi qui paye mieux, puisque je les exonère jusqu'à l'âge de 30 ans de l'impôt sur le revenu. Je veux qu'ils restent en France, je veux qu'ils participent à l'activité économique de notre pays, parce qu'un pays qui perd sa jeunesse, c'est un pays qui perd sa vitalité. Donc c'est important. Non, mais c'est très important, et c'est une proposition sur laquelle on voulait revenir avec François. Mais il n'y a pas que d'ailleurs. Je fais beaucoup d'autres choses pour les jeunes. Oui, mais alors justement là-dessus, simplement, parce que celle-là, elle est un peu spectaculaire, elle fait parler évidemment. Combien ça coûte? Et encore une fois, on revient sur la crédibilité. 2 milliards. Sur l'argent. Vous allez faire des économies dans tel domaine, vous allez faire des économies. Mais chaque mesure que vous proposez coûte une somme importante. Où vous les trouvez? Non, pas toutes. Non, pas toutes. Ça coûte 2 milliards. Ça coûte 2 milliards. Mais en réalité, vous savez bien comment c'est quand on est jeune. Quand on est jeune, en réalité, on réinjecte beaucoup plus facilement dans l'économie l'argent que l'on a que quand on est, par exemple, une personne âgée. C'est d'ailleurs pour ça que je mets en place des capacités de donation des parents vers les enfants et des grands-parents vers les petits-enfants à égalité, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, à 100 000 euros tous les 10 ans. C'est-à-dire que des parents ou des grands-parents pourront donner jusqu'à 100 000 euros à leur enfant ou à leur petit-enfant tous les 10 ans. Pourquoi? Parce que je veux réinjecter, parce qu'on est en situation de reprise et je veux réinjecter cet argent dans l'économie. Et je sais bien que les personnes âgées, par définition, dépensent moins, réinjectent moins dans l'économie que ne le font les jeunes. Pouvoir d'achat, justement, vous en avez plusieurs, vous voulez, dites-vous, rendre un mois de salaire aux Français pour améliorer leur pouvoir d'achat. Alors, il y a plusiures mesures, il y a des baisses de taxes sur les carburants, ça peut se faire vite. Un mois de salaire? Oui, c'est ce que vous avez dit? Oui, oui. Non, j'avais dit 150 à 200 euros par mois, j'ai dit. Ça correspond à peu près à un mois de salaire médian. Oui, voilà. C'est ça. Non, c'est pas du tout pour... Mais vous me l'avez déjà fait, ça. C'est-à-dire? Et j'ai refait vos calculs. Ça ne fait pas 74 milliards. Non, là, on est à peu près dans les eaux qu'on dit... Nous sommes à peu près d'accord sur les chiffres. C'est en gros 2 000 euros par an. C'est ça que vous voulez rendre aux Français? Oui, c'est ça, à peu près, oui. Donc, on est absolument d'accord. Et avec baisse des taxes sur les carburants, ça peut se faire vite. Il faut quand même le financer. C'est encore ça qui s'impute sur vos économies. Mais aussi, alors, avec la nationalisation des autoroutes pour faire baisser le prix des péages. La nationalisation des autoroutes, c'est 40 à 45 milliards d'euros. C'est à peu près l'équivalent du budget de l'éducation nationale sur un an. C'est-à-dire, ça sert à payer 1 million de professeurs et de fonctionnaires. On se dit, est-ce que ça vaut le coup de consacrer autant d'argent à une cause qui ne justifie probablement pas faire gagner quelques euros aux vacanciers qui prennent l'autoroute l'été?
Oui, ça vaut le coup parce qu'on a été spoliés en réalité, Monsieur Langlais. On a été volés, les Français ont été volés. C'est eux qui ont payé les autoroutes et quand les autoroutes ont été rentables, on a vendu des concessions et on les a vendues à un prix bien inférieur. Ils vont les repayer 45 milliards, c'est-à-dire... Non, vous allez... si, c'est dans la dette. C'est pas tout à fait vrai parce qu'en réalité, les sociétés ont 30 milliards de dettes au passage. Bon. Mais moi, je pense que c'est absolument nécessaire. C'est nécessaire parce que les autoroutes, c'est aussi un moyen de réaménager le territoire. Or, on ne créera pas un rééquilibrage des territoires entre les métropoles et les territoires ruraux si on n'est pas capable de financer des sorties d'autoroutes, si on n'est pas capable de financer les moyens pour les entreprises de pouvoir se réinstaller, notamment 45 milliards, c'est de la dette. Dans des villes moyennes. Non, ça ne coûtera pas 45 milliards. Mais je vous donnerai tout ça dans mon... Ça s'évalue en dizaines de milliards de toute façon. Moi, à mon avis, moins de 40 milliards. Sans compter, à mon avis, la procédure qu'il va falloir faire quand même pour aller demander un petit peu ce qui s'est passé. Je vous vois opiner de la tête. Toutes les conventions peuvent se regarder et se discuter. Oui, parce que ça, c'est tout à fait légitime. Parce qu'on sait très bien qu'il y a dans cette opération-là des choses que je trouve, moi, éminemment suspectes. Comme François Langlais l'expliquait, vous voulez rendre ces 2 000 € par an aux Français avec un certain nombre de moyens, donc notamment la nationalisation des autoroutes, la privatisation de l'audiovisuel public, la baisse de la CSG et de la baisse des taxes. La baisse de la CSG, c'est pas moi. Mais... Bon, alors la baisse des taxes, très bien. Parce que je me disais que ça faisait beaucoup. La baisse des taxes sur l'énergie. Sur les carburants. Voilà, je trouvais que ça faisait beaucoup parce que, pareil, je me disais, ça va prendre un certain temps. Est-ce que vous allez pouvoir... Pourquoi un certain temps? Parce que le temps de privatiser, de renationaliser les autoroutes, de privatiser, etc. Bon, donc ce que je veux dire, c'est est-ce que vous allez pouvoir rendre ces 2 000 € par an aux Français tout de suite? Mais Madame Ecriev, rien ne se fait jamais tout de suite. Ah, d'accord. Mais vous voyez la baisse de la TVA... Non, mais la baisse de la TVA sur l'énergie, c'est-à-dire fuel, électricité, gaz... et carburant, de 20 à 5,5 tout de suite. Ouais. Oui, mais ça, c'est 12 milliards qu'on rend aux Français quand même, pardonnez-moi. Et ces 12 milliards qui viennent d'où, pardon, d'être un peu insistant sur les chiffres? Mais encore une fois, il y a des économies... C'est votre trésor sur la fraude et les étrangers. Il y a des économies... Mais c'est marrant quand même, ce mépris que vous avez. C'est leur argent quand même, vous voyez? C'est leur argent. Moi, ce qui m'inquiète, Madame Le Pen, c'est que vous donniez de l'argent aux Français d'aujourd'hui en le prélevant pour les Français de demain avec de la dette. Non. Ça, c'est Monsieur Macron, ça. D'accord? Vous allez dire ça, M. Macron, qui a fait 500 milliards d'euros de dette, avec la bénédiction des économistes de votre style. Ça ne justifie pas qu'on ne soit pas vigilant à l'avenir. Moi, je ne le ferai pas, Monsieur Langlais. Vous me permettrez de vous annoncer d'ici quelques temps la manière dont je vais d'ailleurs financer un certain nombre de choses. Je l'ai déjà évoqué, évoqué rapidement, mais je l'évoquerai beaucoup plus en détail. Vous savez que je souhaite faire un grand emprunt auprès des Français, une sorte de fonds souverain pour l'investissement et pour l'emploi, parce qu'il y a une épargne, il y a une épargne qui est considérable. Les Français ont une épargne qui est très importante, plus importante que dans beaucoup d'autres pays, et cette épargne, pour l'instant, elle est immobilisée. Et moi, je veux la mobiliser au bénéfice de la réindustrialisation, du réaménagement du territoire, et effectivement, en leur livrant un taux d'intérêt qui est plus intéressant que le livret A, qui est actuellement... Qui est moins intéressant pour l'État que la dette habituelle. À 0,25. Mais oui, mais Monsieur Langlais, l'État... c'est pas un truc qui est en suspension. L'État, il est là au bénéfice des Français. Il est là au service des Français. C'est exactement mon souci aussi. Et si pour une fois, l'État peut agir pour pouvoir rendre, plutôt que de l'argent aux banques et des intérêts aux banques, des intérêts aux Français, mon Dieu, vous trouvez ça scandaleux? Moi, je trouve ça parfaitement normal. Le problème, c'est que c'est dans les comptes et que ça peut y rester. Autre question. Dans quel compte, Monsieur Langlais? Dans les comptes de l'État, la dette, Madame Le Pen. Non, mais là, c'est pas la dette de l'État, Monsieur Langlais. Si vous payez des intérêts, il va falloir trouver de l'argent pour le faire. Mais Monsieur Langlais, excusez-moi. Moi, je vais investir dans des entreprises cet argent. Je vais investir dans des entreprises qui rapportent. Enfin, je suis désolé de vous dire, ça existe. Mais Monsieur Langlais, pardon. Si vous étiez sûr de gagner à tous les coups, vous auriez trouvé la pire philosophage. Langlais, ça existe un fonds comme ça. Le fonds des retraites, là, il existe. Bien sûr. D'accord. C'est pas de l'emprunt à 2% quand on peut emprunter à 0. Écoutez-moi, il est doté de 40 milliards. Combien il a rapporté en moyenne? 7%. Oui. 7%, Monsieur Langlais. Vous voyez, ça veut dire que si on le gère correctement, eh bien, on peut non seulement rendre 2% aux épargnants, et après tout, ce serait normal,
et en plus récupérer 5% de recettes pour l'État, c'est-à-dire ne pas sortir un peu de ce cercle vicieux qui fait que 95% des recettes de l'État sont en réalité de l'impôt. Juste une dernière question sur l'industrie. Le passage à la voiture électrique, ça va coûter des dizaines de milliers d'emplois probablement à l'industrie automobile française. La France doit-elle, oui ou non, suivre les directives européennes justement pour ne plus fabriquer, vendre, commercialiser de véhicules thermiques à partir de 2035 ou pas? Non. Non, je pense que c'est une erreur. Donc il faut garder les voitures thermiques. Je pense que le tout voiture électrique est une erreur. De la même manière que je pense que l'écologie punitive est une erreur, que je pense qu'il est un véritable scandale d'entendre des gens annoncer que les Français qui ont des voitures trop anciennes ne pourront pas accéder aux villes, au cœur des villes, c'est-à-dire parfois même à l'hôpital, hein, parce que souvent l'hôpital est au cœur de la ville. Je trouve que tout cela n'a aucun sens et par conséquent, ce tout voiture électrique est une idéologie en réalité imposée par les écologistes, de la même manière qu'ils nous ont imposé d'ailleurs l'idéologie des éoliennes dont on voit que ça nous coûte une fortune, que ça détruit nos paysages, que ça nécessite des investissements hors de proportion. On refuse la directive européenne. On ne rentre pas dans cette directive européenne. Oui, mais vous savez, on peut aussi négocier avec l'Union européenne pour peu qu'on ait envie de le faire. Il me semble là qu'il y a une négociation qui se fait sur le nucléaire, sur la taxonomie. Oui. Au départ, l'Allemagne toute puissante avait dit il est hors de question que le nucléaire soit considéré comme une énergie propre. Mais c'est pas gagné. Ah oui, mais c'est pas gagné parce qu'on a laissé beaucoup l'Allemagne aussi avoir la main. Pardon, parce qu'à force de dire le couple franco-allemand, tout ce que fait l'Allemagne, c'est merveilleux, l'Allemagne s'autorise des choses qui vont à l'encontre de nos intérêts nationaux. Parce que, je voudrais quand même, c'est bien parce qu'on ait un peu le temps. Pourquoi il y a une guerre comme ça contre le nucléaire de la part de l'Allemagne ? Mais parce que c'est un problème de compétitivité. C'est un problème de compétitivité. Mais bien sûr, en réalité, ils veulent supprimer aux entreprises françaises le bénéfice de compétitivité que représente l'énergie très peu chère qu'est le nucléaire. Et pour faire cela, eh bien, ils mènent du lobbying, ils racontent des mensonges et ils essayent de convaincre par l'intermédiaire d'ONG évidemment financé, que le nucléaire est une énergie dangereuse. Vous voulez maintenir la production de voitures thermiques en France au-delà de la limite fixée par l'Europe. Oui, je le souhaiterais. D'autant que je pense que l'avancée technologique nous permettra de transformer la voiture thermique en limitant d'ailleurs le risque de pollution. Voilà. Mais ce qui pollue le plus, Monsieur Langlais, c'est le libre-échange. Or, on n'arrête pas de signer des accords de libre-échange. Tous les jours, on signe des accords de libre-échange. Heureusement, d'ailleurs. C'est ça, en réalité, qui pollue le plus. Ce qui ne pollue pas, c'est le localisme, c'est produire au plus près, retraiter sur place, c'est réindustrialiser, c'est arrêter d'aller acheter à 10 000 km des choses que l'on pourrait produire à 10 km. Dernière question, pardon, mais je crois que vous partez en Pologne. Vous partez pour la Pologne. Et il y a cette question, évidemment, de la frontière, du mur que vous approuvez, que les Polonais veulent construire pour éviter que les migrants arrivent de Biélorussie. Ce président de Biélorussie, il est soutenu, vous dénoncez l'instrumentalisation des migrants comme arme contre l'Europe, il est soutenu par Vladimir Poutine. Donc, je me suis demandé comment vous pouviez concilier... Mais je me moque complètement de savoir par qui il est soutenu. Moi, non, quand même, c'est important parce que c'est ce qui lui a donné la force de pouvoir envoyer cette arme contre l'Europe et contre la Pologne, en l'occurrence. Pardon, Madame Krief. Mais il me semble que là, il est plutôt soutenu par Erdogan, là. Oui, mais Vladimir Poutine était quand même très proche de Loukachenko. Et comment est-ce que vous conciliez... je ne vais pas me lancer dans un débat comme ça géopolitique avec vous, mais je crois que vous êtes un peu caricatural. Car la réalité, c'est que les relations entre la Biélorussie et la Russie sont plus compliquées qu'on ne le dit. Mais là, en l'occurrence, il est soutenu par Erdogan. Et d'ailleurs, il a pris modèle sur Erdogan. Erdogan a fait du chantage à l'Union européenne en disant « C'est simple, si vous ne me donnez pas 6 milliards, eh bien moi j'ouvre les portes et je vous envoie l'intégralité des migrants. » Eh bien, comme ça a fonctionné, puisqu'on a donné les 6 milliards, Loukachenko s'est dit « Tiens, moi aussi, je vais user de l'arme migratoire. » Et d'ailleurs, ça donne des idées même à Xavier Bertrand, qui lui-même veut user de l'arme migratoire contre Johnson en disant « Laissons donc passer les clandestins vers la Grande-Bretagne, comme ça, ça fera pression sur... » On n'utilise pas les hommes comme une arme, d'accord ? On n'utilise pas... Vous dites aussi à Vladimir Poutine. On n'utilise pas les hommes comme une arme. On n'utilise pas les flux migratoires comme une arme politique. Et donc moi, à chaque fois qu'un pays s'oppose à cela, je suis évidemment derrière ce pays. Et d'ailleurs, ça fonctionne, la fermeté, puisque la Pologne a dit « Non, vous ne passerez pas ».
Et l'Europe aussi, il a dit. L'Europe aussi. Vous ne passerez pas. Et qu'a fait M. Loukachenko? Il a bien été obligé de remettre tous ces pauvres gens qu'il avait fait venir dans un avion pour les renvoyer de là où ils étaient venus. Merci beaucoup François de nous avoir rejoints. Merci Marine Le Pen. C'est moi qui vous remercie. On refera des interviews tout au long de cette campagne électorale. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Vous avez évoqué ce difficile métier des journalistes, ce difficile métier des politiques qui doivent répondre parfois à des questions désagréables. Mais vous êtes prêtés au jeu. Merci. Alors, Éric.